Ça lance un truc, française, français, non? Bon, non, je vais causer évidemment de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire. D'abord, dire en préalable que demain soir, à 17h25, quel doc me l'a rappelé sur mon téléphone portable, je vais faire ma deuxième dose au CHU d'Amiens. Donc, je suis pas du tout anti-vaccin. Je fais ça parce que j'ai pas envie de passer ma vie à me demander si je vais choper le Covid. C'est pas que je craigne de mourir, tu vois, quand tu vois le taux de décès de ça à mon âge, c'est hyper limité. Mais en revanche, de me dire que je vais avoir 15 jours à l'isolement, peut-être avoir des séquelles quand même un petit peu qui traînent. Bon, j'ai pas envie d'avoir ce truc dans ma tête chaque fois que je serre la main à quelqu'un ou que les gens viennent me crachoter dans le nez parce qu'ils me parlent de super près. Donc, j'ai décidé, même si j'ai écrit un bouquin sur Big Pharma, que je sais qu'il y a un business des vaccins, voilà, après réflexion, je me suis dit, ouais, je vais me faire vacciner. Deuxième dose demain. Et par ailleurs, quand je vois Irène Frachon, donc la médecin hyper engagée sur le Mediator, et on connaîtrait même pas le nom du Mediator s'il n'y avait pas Irène Frachon, qu'on ne peut pas soupçonner du moindre conflit d'intérêt avec un labo qui dit les études sont sérieuses, faites-moi confiance, allez vous faire vacciner. Elle dit j'ai regardé de près les études de validation et la veille de pharmacovigilance, je suis convaincu de la qualité, du sérieux et de l'efficacité des vaccins agréés en France. Je peux dire que c'est l'inverse du Mediator où dès le début, alors qu'on pouvait s'apercevoir que c'était un poison, on a fermé les yeux. Aujourd'hui, beaucoup de gens me font confiance et je leur dis vous avez une solution, faites-vous vacciner. Les complications sérieuses sont exceptionnelles et les bénéfices du vaccin sont infiniment supérieurs au risque du Covid. C'est une voix qui compte pour moi. Et donc, 0% anti-vax dans ma décision personnelle. Maintenant, j'ai une conviction citoyenne. J'ai une conviction politique, j'ai une conviction démocratique. Elle est là depuis le départ. C'est la liberté vaccinale. C'est non au pass sanitaire. Et moi, quand j'entends Macron lundi soir, ça me fait bondir sur ma chaise. Et des fois, je bondis. Et j'ai l'impression de bondir tout seul, tu vois. Et là, j'ai l'impression que ça bondit aussi dans le pays. Qu'est-ce que je sens? Comme d'habitude, je sens, je vais le dire comme ça, c'est pas bien, mais je sens la jouissance du tyran. Ouais, faut pas le dire comme ça. Je regarde. Ça va? Ça passe. Ça passe. C'était bien expliqué du temps d'Édouard Philippe quand il disait quand même c'est super chouette de pouvoir décider si la distance sociale, ça doit être 1 mètre ou 1,50 m et fixer ça. Il y a une jouissance là-dedans, le plaisir d'entrer dans la vie des gens à ce point-là. Mais des fois où ils confinaient ou reconfinaient, où on disait, on ne sait pas, à l'Élysée on entendait, on ne sait pas de quel côté va retourner la pièce, comme si les Français étaient une pièce et puis voilà, leur sort allait être décidé comme ça sur un coup de dé du président de la République. Et là on a la même chose, puisque il y a eu un conseil de défense mercredi dernier qui parlait pas du tout de l'obligation vaccinale pour tout le monde, parce que là, ce qui se passe, c'est quand même ça, quoi, hein, ou du pass sanitaire étendu au ciné, au resto et même au supermarché. Il y a eu un conseil de défense lundi qui était pas du tout sur cette ligne-là. On a un papier qui paraît lundi dans la journée sur LCI, tu vois, je te choisis pas un truc, avec un conseiller du chef de l'État qui dit inclure les restaurants dans le pass sanitaire étendu n'était pas envisagé mercredi dernier lors du Conseil de défense sanitaire, ce que je viens de vous dire. En termes d'organisation, ça me paraît compliqué, mais le président peut nous surprendre. Surprise! La surprise, c'est que finalement, jaillit de la parole présidentielle à 20h, l'obligation vaccinale, pass sanitaire, le package, et y compris pour les gosses. Ouais, là ça m'interroge vachement. D'abord, excusez-moi, mais ma situation personnelle, j'ai un gamin, il a 13 ans. Je sais qu'il y a 0 risque aujourd'hui pour les enfants d'avoir des Covid graves. Ou alors, j'ai vu 0,00003% dans une étude européenne, machin. Rien. En revanche, il y a quand même quelques risques de myocardite et ainsi de suite chez les adolescents. C'est la première chose. Et je lis le rapport du Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, qui dit « Le recul existant ne permet pas d'assurer la pleine sécurité de ces nouveaux vaccins chez l'adolescent. » Et en fait, là, il y a une transformation de la balance bénéfice-risque. Puisque on sait que dans cette catégorie-là,
le bénéfice qu'ils vont tirer du vaccin, il est quasiment nul. En revanche, il y a un risque qui n'est pas mesuré. Je pense que avant de balancer ça, ça doit quand même faire l'objet de débats. Moi, je suis contre. Moi, j'aimerais entendre Jean-François Delfraissy, puisque c'est à la fois le conseiller du Prince et aussi le président du comité consultatif national d'éthique, sur cette vaccination chez les mineurs. Tu vois, hier, j'étais donc à la fête d'Émile Bastille, à Camon, où on a rencontré un grand succès populaire, et le peuple est venu m'interpeller sur cette question. Il y avait Gilles, notamment un retraité de la SNCF, que je connais très bien, qui dit « Bah écoute, moi, le vaccin, je l'ai fait, je m'en fous, vu mon âge, de toute façon, si ça a des conséquences pour la suite, tu vois, bon, voilà, je me suis dit, je veux vivre tranquille, allons-y. Par contre, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pourquoi c'est obligatoire ?» Et je pense que c'est un sentiment qu'on a tous. Franchement, est-ce qu'on a envie de balancer nos gosses là-dedans? Et là, la décision, elle est, paf, tranchée, comme ça, en 10 minutes, par le président de la République le soir, et puis tu as vaguement Véran et compagnie qui viennent faire le service après-vente après en disant oui mais non finalement on verra ça à la rentrée, là il ne va pas y avoir d'obligation pendant l'été, tout ça. Mais sur le principe, moi je demande que la question soit plus sérieusement débattue qu'elle va l'être en quelques heures dans l'hémicycle la semaine prochaine. Et plus collectivement, en attendant davantage les médecins, les pédagogues, les enfants, les parents, enfin voilà. Bon. Et ensuite, moi, je veux dire, tout ça se fait de manière très sournoise. D'abord, on te dit qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale. Attends, c'est du pipeau. Si tu vas aller faire tes courses au supermarché, tu es obligé d'être vacciné. Parce que le test, il doit dater de je ne sais pas trop combien de temps, et il sera payant maintenant. C'est faux le supermarché. C'est faux? Ouais, c'est faux. Ah bon? Et comment tu vas dans un supermarché sans passer par un centre commercial? Tu peux aller à Carrefour City. Ouais, c'est une supérette. Tu vois, il y a une espèce de service après-vente là de Macron qui se met en place. Il y a Damien qui est dans la pièce à côté qui me fait mes recherches et qui me dit non, c'est pas pour les supermarchés, c'est pour les centres commerciaux. C'est-à-dire que Macron a raconté tellement de conneries lundi soir qu'ils sont obligés de venir nettoyer dans les coins après. Et donc là, voilà, mais comment tu rentres chez Auchan sans rentrer dans la galerie marchande? Il y a des trucs qu'il va vraiment falloir m'expliquer. Je pense qu'évidemment, Auchan, c'est pas vraiment le lieu que fréquentent Emmanuel et Brigitte régulièrement pour aller faire leur achat de papier toilette, quoi. Mais de toute façon, ça se fait de manière sournoise. Pourquoi? Depuis des mois, ils nous répètent quoi? Macron, en avril, tu vois, l'avril, c'est hier, quoi. En avril, le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de vie de tous les jours, comme les restaurants, théâtres et cinémas, ou pour aller chez des amis. Macron, je l'ai dit, je le répète, le vaccin ne sera pas obligatoire. Véran, la vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire, ni pour prendre un transport en commun, ni pour entrer dans un restaurant, ni évidemment pour aller travailler. Maintenant, tu as des gens qui vont être licenciés hier à la fête d'Émile Bastille, toujours, des gens qui me disent, voilà, je travaille dans un restaurant, maintenant, mon patron, il me dit, soit tu te fais vacciner, soit tu dégages. Bon, donc voilà. Braun-Pivet, donc, qui est la présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, j'ai tenu à inscrire noir sur blanc dans la loi qu'un restaurant, un cinéma ou un théâtre ne pourra pas l'exiger. C'est tous ceux. Alors, et même sur le site du gouvernement, tu avais en aucun cas, le 12 mai, tu vois, le 12 mai, c'était il y a 2 mois. En 2 mois, en aucun cas, il ne s'agira d'appliquer ce pass à ce qui fait la vie quotidienne des Français. Roselyne Bachelot, l'idée me paraît choquante à l'unanimité, les acteurs du spectacle vivant l'ont rejeté. Tous les membres du gouvernement. À l'arrivée, ils font, et alors c'est le Parisien qui le dit, un pass sanitaire des plus restrictifs en Europe. En Allemagne, il y a aussi un pass sanitaire, mais on a le droit à 2 tests PCR gratuits par semaine. Il y a des stands partout pour qu'il n'y ait pas une obligation des gens à se vacciner. Les pays avec vaccin obligatoire, il y en a 3. Le Tadjikistan, le Turkménistan et le Vatican. Ça nous met dans un bel ensemble quand même. Tout ça se fait de manière complètement sournoise parce qu'on a commencé par te dire le pass sanitaire, ça sera pour les grands événements sportifs de plus de 5000 personnes et tout ça. Il n'y aura pas d'obligation vaccinale et à la fin, on te l'a fait à l'envers. Moi, je pense que ça détruit la République. Qu'on te dise, vous n'avez pas besoin de masque et puis finalement, vous êtes obligé de le porter. Les tests, ça sert à rien et en fait, c'est parce qu'on n'en a pas. Et que ça continue comme ça.
à dire tout et son contraire. Pourquoi aujourd'hui, quand le président de la République, le ministre de la Santé, tout le gouvernement réuni disent « Allez vous faire vacciner, ça sera mieux pour tout le monde », pourquoi les gens ne vont pas se faire vacciner? Parce que la confiance est détruite dans leurs paroles. Parce que du coup, il ne leur reste plus que la force de coercition. Et la manière dont ils gèrent ça là, alors que l'Organisation mondiale de la santé dit convaincre et non contraindre, la manière dont ils gèrent ça, ça détruit encore plus la parole publique pour la suite. Donc moi, à titre personnel, je veux rester fidèle à ma parole. Liberté vaccinale, pas de passe sanitaire. Et je pense que avancer dans une clarté comme ça, sans te la mettre à l'envers tout le temps, ça contribue à construire une confiance avec les gens qui, là, est en permanence détruite. Et ça leur passe pas de problème. Enfin, c'est comme s'ils s'asseyaient sur ce qu'ils ont dit la veille. Alors peut-être, je le dis parce que je viens de l'univers intellectuel. Dans l'univers intellectuel, on essaye d'avoir une cohérence interne. Une cohérence sur ce qu'on a raconté il y a 3 mois et ce qu'on raconte maintenant. Manifestement, l'univers politique, il a l'air d'être fait comme un poisson rouge dans un bocal et on peut te raconter tout et son contraire en 24 heures. Moi, j'arrive pas à passer à ce cerveau-là. Et je dois dire que je vis comme une violence. En fait, je vis les prises de parole d'Emmanuel Macron comme une humiliation. Pourquoi? Parce qu'on est supposé être des citoyens qui participons à la vie collective, des décisions, d'une responsabilité de protéger chacun, et on est transformé en sujet à qui on donne des ordres en permanence. Tu vois, j'ai appelé Barbara Stiegler, donc l'auteur de la démocratie... oui, c'est ça. J'ai appelé Barbara Stiegler l'auteur de la démocratie en pandémie, pour avoir un peu son point de vue, parce que c'est vraiment une professionnelle des politiques de santé. Elle me dit, en fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui est expérimental, parce qu'on ne sait pas comment fonctionne la maladie. On ne sait pas quel taux de couverture il faut dans la population pour qu'il y ait une immunité collective. On ne sait pas s'il va y avoir besoin d'une 3e dose pour les immunodéprimés. On ne sait pas. Et le gouvernement, plutôt que d'admettre ce doute, qu'au fond, on est là à mener une expérience avec les gens, parce qu'on n'a pas le choix que de mener une série d'expériences sur une maladie qu'on connaît mal, il avance avec des certitudes successives. Et donc, plutôt que d'associer la population à une expérience à laquelle on est contraint, eh ben, il préfère mentir. Et à un mensonge suit un autre mensonge. Je sors du resto, on allait au resto à la Table d'Or, qui est un resto juste à côté à Rivry, là, dans ma rue. Et la patronne, je lui dis, bon là, ça va pas être trop dur. Elle me dit, bon sang, on est en train de se relever, Macron il nous met à genoux, j'ai des gens qui annulent d'aller au restaurant. Bon, mais on peut pas comprendre. Mais je dis, mais comment vous allez faire? Elle me dit, mais moi je suis pas flic. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'essayer de transformer tout le monde en flic. Elle, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Elle s'est supposée, là, bientôt, non seulement qu'on mette notre téléphone portable, là, je suis pas un spécialiste de ces trucs-là, quoi, mais avec ton code, ou alors tu sors ton papier, mais en plus, comparer le nom sur le papier à la pièce d'identité. C'est, je veux dire, pour les autres vaccins, pour les 11 autres vaccins, parce que maintenant il y en a 11 obligatoires, mais enfin, personne ne te demande tes papiers comme ça en permanence. Et à la limite, on pourrait dire, bon, bah, y a une police ou une police sanitaire pour ça. Et là, l'aberration, la dernière des aberrations dans cette histoire, c'est quand même que les policiers, eux, qui sont supposés contrôler, ils n'auront pas d'obligation vaccinale. C'est complètement aberrant. Bon, enfin bon. Alors je demande à Barbara Stiegler, mais alors, c'est une dictature sanitaire? Mais non. Qu'est-ce qu'il y a de sanitaire? Il n'y a pas de politique sanitaire. Alors, on l'a dit, on l'a redit sur les lits quand même. 1 an de crise sanitaire, pas d'ouverture de lit, pas d'internes supplémentaires en réanimation. Ensuite, sur les autres remèdes qu'il pourrait y avoir, peu de recherche, ça semble un peu bloqué. Sur la stratégie zéro Covid, attends, quand je regarde la carte des vols aériens là, où il y a des avions dans tous les sens, tu sais, bon sang, mais je comprends pas. Et y compris les ministres, la Clément Beaune, qui dit bon bah je suis passé à Roissy. J'ai même pas eu un contrôle, j'ai pas eu un test, j'ai rien eu. Bon, bah, c'est la libre circulation du variant Delta, tu vois. Ils sont tellement amateurs du libre-échange qu'il faut qu'il y ait aussi le libre-échange des variants. Bon, donc zéro stratégie là-dessus. Et enfin, la levée des brevets.
si on veut que le variant ne circule pas comme ça tous azimuts, eh ben, il faut qu'il n'y ait pas que notre hexagone qui soit vacciné à 100%, mais que les pays du Sud le soient aussi, parce qu'il y a des gens qui vont partir en vacances en Tunisie puis qui vont revenir si on laisse se circuler les avions. Bon, et donc en fait, ce qui se passe, c'est que toute stratégie sanitaire, même normalement, il devrait y avoir des professionnels de santé qui soient envoyés pour aller rencontrer les populations les plus à risque. Tu vois, depuis que Macron a fait cette déclaration-là, la plupart des gens qui vont pour se faire vacciner, c'est des jeunes qui veulent passer des vacances peinards sans qu'on les emmerde, plutôt que les personnes âgées qui ne sont pas vaccinées et qui sont les plus susceptibles de souffrir de ça. Donc il devrait y avoir des professionnels de santé qui vont vers les publics cibles. Mais non, comme on ne veut pas faire ça, on te remplace tout par du flicage. Et avec le tout vaccinal. Bref, donc vous avez compris que je ne suis pas trop favorable à toutes ces histoires. Plus les retraites, plus le chômage. Voilà, vous allez dire, mais pourquoi je viens vous raconter des trucs sur les retraites et le chômage au milieu de tout ça? Et c'est vrai que ça n'a aucun lien. Mais c'est pas moi qui le fais le lien. C'est l'autre bonhomme là. Dans la même intervention, il vient nous dire, vous allez tous devoir vous vacciner, sinon vous ne pourrez plus aller, je vais faire plaisir à Damien, au centre commercial, tu vois. Et il te met dans le même paquet les retraites et le chômage, en disant, bah voilà, les plus précaires, il faut qu'ils bossent comme tout le monde, comme si les intérimaires, les intermittents de la restauration et compagnie, ils faisaient le choix de travailler par intermittence, ou les assistantes maternelles, tu vois, qui des fois ont des contraintes, n'en ont pas. Pourquoi? Parce que dans sa tête, ça participe du même projet. C'est le libéralisme autoritaire. Et là, il vient nous dire, je vais vous mater. Je vais vous mater, vous allez le faire le vaccin, même si vous ne le voulez pas. Et je vais vous mater vos réformes, je vais les passer en force, même si la première fois vous avez bien résisté sur les retraites, et même si le Conseil d'État a dit que la réforme du chômage était une réforme injuste. Je vais vous mater. Voilà le message qu'il envoie lundi soir. Ben moi je dis que dans ces moments-là, on doit relever la tête. On doit se tenir debout, même au cœur de l'été. Macron franchit des lignes rouges là, un 12 juillet, 2 jours avant le 14 juillet. 2 jours avant un moment où on a décidé d'abolir la monarchie. Il vient s'imposer comme un nouveau monarque qui décide de tout dans nos vies. Je pense que face à ça, la réaction des gens qui sont partis en manifestation le 14 juillet, il ne faut pas le regarder avec mépris. Il y a des excès, il y a évidemment des tas de choses dans lesquelles je ne me reconnais pas dans ces manifestations. Mais je pense qu'il y a un réflexe sain à l'intérieur de tout ça. On ne va pas se laisser mater. Et le fait de le faire le 14 juillet, c'est pas neutre. Il y a un mec, Arnaud, hier, et sa copine Julie, qui me disait « Faut que t'appelles, faut que t'appelles, faut que t'appelles ». Bon, moi, je n'ai pas de baguette magique. Hein. C'est pas parce que je claque des doigts qu'il y a quelque chose qui se passe. Je suis dans ma cuisine, vous m'écoutez, c'est sympa. Je prétends pas être une voix qui porte dans le pays, tu vois, et qui transforme les choses. Tu sais, c'est un truc des parlants, ça. De croire qu'ils transforment les choses par leur seul mot. Non. Mais moi, je veux m'adresser quand même aux forces de gauche. Je veux m'adresser aux intellectuels. Je veux m'adresser aux partis, aux syndicats, aux associations, à tous ceux qui, il y a quelques semaines, ont signé l'appel des libertés, par exemple, qui disaient, voilà, il faut faire une marche contre l'extrême droite qui se macronise et contre les macronistes qui s'extrême droitisent, quoi. Moi, je pense que là, il y a une atteinte à nos libertés. Il y a une atteinte aussi au pacte social. Je pense que c'est une vraie ligne rouge qui est franchie par Macron et qu'il le fait en conscience. Et que j'ai pas envie de laisser ce boulevard-là, ce sentiment, cette colère chez les gens légitime à l'extrême droite. Ça passe la semaine prochaine dans l'hémicycle et ça ne doit pas passer comme une lettre à la poste. Donc pour ça, il faut que les intellos, les partis, les syndicats, les associations, là, vous bougiez le cul. Il faut que... Où est-ce qu'elle est ma citation de Montesquieu? J'ai relevé une citation de Montesquieu, tu vois. Toujours bien de citer Montesquieu. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Nous devons être la limite au pouvoir macroniste. On doit être là pour le bloquer.
Je sais que c'est pas facile, quoi. Franchement, à la fin juillet, moi aussi, je pensais que j'allais partir en vacances peinard. Eh ben non, il nous fout ça dans les pattes. Eh ben, même dans la moiteur de l'été, il nous faut réagir. Ah, il y en a quand même qui ont déjà dit des trucs. La défenseur des droits s'inquiète des risques d'atteinte aux libertés liées au pass sanitaire. Patrice Spinozzi, avocat au Conseil d'État. On est certainement face à une atteinte à nos libertés individuelles. Il n'y a pas de doute. Et il y a notre copine Pauline Londex, quand même, on va pas l'oublier, de l'Observatoire du médicament, qui dit « Inéthique, inefficace, ces mesures vont renforcer les divisions dans la société, alors que l'adhésion vaccinale repose sur le sens du collectif. » Ben voilà, il y en a quelques-uns qui ouvrent la voie. Moi, j'invite les intellos du pays, les partis, les associations, les syndicats à rejoindre Pauline Londex, Patrice Spinozzi que je connais pas, la défenseur des droits, et pas seulement à faire des tweets, mais aussi à appeler à une manifestation massive. Pour qu'à la fin, c'est nous qu'on va. Je viens d'appeler Jérôme Rodriguez, donc le gilet jaune, qui m'a dit qu'il y avait une manifestation gilet jaune contre le pass sanitaire et compagnie. Donc il m'a envoyé même la déclaration en préfecture à Paris. Sans doute qu'il y a des appels gilets jaunes dans plein de villes de France, mais enfin à Paris, c'est départ du cortège à 14h30 au métro Plaisance, donc c'est rue d'Alésia. Donc voilà, il y a un appel gilet jaune à cet endroit-là, il doit y avoir d'autres appels gilets jaunes ailleurs en France. Paris, 14h30, rue d'Alésia. Voilà, ciao ciao.